Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo Politique. On fait le tour de l'actu locale et nationale avec un invité pendant 30 minutes comme tous les dimanches. Et ce soir, je reçois Carl Olive, le maire Les Républicains de Poissy. L'Hebdo Politique, Véronique de la Maisonneuve. Carl Olive, bonsoir. Bonjour Véronique. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez 48 ans depuis quelques jours et vous avez débuté votre carrière dans le journalisme et la production audiovisuelle. Mais c'est en 2009 que vous vous lancez en politique aux élections municipales de Poissy. Mais vous obtenez votre premier mandat en 2011 au poste de conseiller général des Yvelines. Puis vous devenez maire de Poissy, donc c'était en 2014, poste que vous occupez toujours. Vous êtes également vice-président de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise et vice-président du conseil départemental. Je précise que l'an dernier, vous vous êtes engagé aux côtés d'Alain Juppé pour le primaire de la droite et du centre. Alors au cours de cette émission, nous allons justement parler de cette primaire, des affaires qui touchent le candidat Les Républicains et plus généralement de cette campagne des présidentielles. Mais nous évoquerons aussi bien sûr l'actualité de votre commune. L'Hebdo Politique sur Sensation. Alors vous avez soutenu, je le disais, Alain Juppé à la primaire de la droite et du centre, mais à la fin de cette primaire, vous avez soutenu le candidat qui a été choisi, François Fillon, puis vous l'avez lâché. Est-ce que vous regrettez cette décision ou bien vous continuez à penser que c'était le bon choix ? Alors, la primaire, c'était une compétition, c'était pas un combat, avec différentes sensibilités. Moi, très tôt, je me suis engagé aux côtés d'Alain Juppé en tant que porte-parole, présentateur de ses meetings, notamment par rapport à la stature d'homme d'État qu'il était. Il est arrivé en finale face à François Fillon avec une formidable mobilisation pour cette primaire de la droite et du centre. Mais un score un peu dur quand même. Hein. Et c'est François Fillon qui l'a emporté largement. Et j'étais un des premiers, compris à votre antenne, à féliciter, je viens du sport, on en parlera tout à l'heure, à féliciter le vainqueur. Il n'y avait pas photo par rapport à cela. Et j'étais le premier parce que, encore une fois, cette primaire devait et nous a donné celui vers lequel il fallait être derrière pour l'alternance que nous souhaitons tous de nos voeux. Et c'est ce que j'ai fait sans état d'âme. Et nous nous sommes engagés par rapport à cela. Puis derrière, il y a eu les affaires, vous avez employé cette expression, et je me suis évidemment positionné par rapport à mes convictions. Maintenant, je suis très attaché à ma famille politique. J'ai donné mandat, ma procuration, mon parrainage à François Fillon, parce que je pense que plus que jamais, c'est peut-être un tournant de l'histoire où nous avons besoin dans ce pays d'avoir les réformes. Et le programme porté par François Fillon est celui qui, à mon sens, convient le plus aux Français. Qu'est-ce qui vous a gêné ? C'est les affaires, dont on ne sait toujours pas, d'ailleurs la justice n'a pas tranché ce qu'il en est vraiment, ou alors c'est le problème, comme certains, de la parole donnée, notamment si je suis mise en examen, je me retire et finalement il se maintient ? Oui, après, je veux pas... l'histoire a tranché. François Fillon est le candidat de la droite et du centre dans cette élection. Viendra le temps où tout ça se lissera, se jugulera. La justice passera. François Fillon l'a dit lui-même. Aujourd'hui, je dirais qu'il y a un vrai choix à faire. Soit on poursuit sur l'ère, entre guillemets, Hollande, soit attention, et on y reviendra certainement, Véronique, il y a la tentation de l'extrême droite, et on le sent bien sur le terrain, ou alors il faut vraiment, plus que jamais, être dans l'idée que l'alternance de la droite et du centre passe par la candidature de celui que la primaire et le centre ont élu, en l'occurrence François Fillon, et il faudra tous être François Fillon, malgré tous les états d'âme, et il viendra le temps, encore une fois, où la justice passera. Avant de parler effectivement du FN, si François Fillon devient président, est-ce qu'il n'aura pas des difficultés à gouverner, à imposer ces réformes que l'on sait compliquées, justement par rapport à ce qu'il a connu dans cette campagne ? Écoutez, on ne va pas parler à la place de l'histoire. En l'occurrence, je crois qu'il y a un vrai combat à mener, un vrai combat du premier tour, le 23 avril. Au soir du 23 avril, il y aura une deuxième mi-temps pour remporter ce match final qui sera compliqué, on le sait, qui sera compliqué. Et puis derrière, viendra le temps de l'action. Mais à chaque jour suffit sa peine. Et nous sommes particulièrement concentrés pour faire en sorte que le 23 avril prochain, au soir du premier tour, François Fillon soit qualifié pour le deuxième. Alors le FN, il monte d'élection en élection, il s'impose, même dans des populations qu'on n'attendait pas, comme les ouvriers, comme on va dire la tranche moyenne des Français. Qu'est-ce qu'on leur dit à ces gens-là qui votent FN surtout parce qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient des autres partis et qui ont un ras-le-bol ?
Qu'est-ce qu'on leur répond? Vous parliez du terrain, j'imagine que vous en rencontrez. Vous avez raison, Véronique, sur le terrain, c'est compliqué. C'est compliqué aussi d'avoir, je dirais, cette proximité quand, au niveau national, de gauche comme de droite, on n'est pas forcément vu dans le prisme de l'exemplarité. Donc évidemment, c'est compliqué. Mais moi, je crois pouvoir dire, comme d'autres collègues, quand on montre l'exemple, quand on travaille sur le terrain, qu'on est à l'écoute des gens, je pense qu'on est effectivement dans cette légitimité. Les maires sont les personnalités préférées des Français. Et les Français écoutent leurs maires. C'est la raison pour laquelle je crois pouvoir dire humblement sur le terrain, mais pas que chez moi, et d'ailleurs des élus de gauche comme de droite, que l'exemplarité du terrain, on ne peut pas ensuite faire de la généralité. Donc évidemment, que la tentation de l'extrême droite, et vous l'avez très bien dit, elle est palpable, y compris dans les classes populaires, y compris chez les ouvriers, y compris chez les jeunes d'origine émigrée. Soyons très vigilants. Et moi, je dis à ces jeunes-là, attention. Attention, parce que, encore une fois, on a la possibilité d'être dans l'accompagnement et pas dans l'assistanat, d'être à l'écoute, mais bon sang, il faut impérativement que les élus, tous les élus, puissent entendre ces différentes classes sociales, ce qui n'est pas forcément le cas, et on en arrive à des diversions, à des digressions qui vont évidemment dans le sens de l'extrême droite. Et notamment, il y a cette sortie de l'Europe qu'elle brandit Marine Le Pen à tous ses meetings, cette sortie de l'euro, une nouvelle monnaie. Certaines personnes commencent à se dire, bah oui, c'est peut-être ça. C'est ça qui a fait que notre vie a changé, notre niveau de vie a baissé. Écoutez, je me suis fait la réflexion, Véronique, lors du premier débat qui a eu lieu sur TF1 avec les 5, on va dire, grands ou gros candidats, peu importe, pardon l'expression. En milieu de semaine, on a eu un deuxième débat. La particularité de Marine Le Pen, c'est qu'elle dit ce que les gens ont envie d'entendre, et pas forcément ce qui est réalisable. Oui, mais du coup, elle est en tête dans les sondages. Et ça, c'est un vrai danger. Oui, elle est en tête dans les sondages parce que pendant les temps de crise, c'est souvent les extrêmes qui sortent du lot. On le voit avec M. Mélenchon, on le voit avec Marine Le Pen. Il faut absolument résorber cette crise. Et si on résorbe cette crise avec des mesures qui soient des mesures concrètes telles qu'elles sont proposées par le candidat de la droite et du centre, alors on n'ira pas vers ces tentations. Mais il faut vraiment, j'agite le chiffon en disant soyez vigilants au moment où vous allez mettre votre bulletin dans l'urne, parce qu'après on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. Et alors il y a le cas Macron, qui lui aussi se positionne bien et lui aussi commence à séduire depuis longtemps d'ailleurs pas mal de Français et des gens des Républicains qui le suivent. Vous n'avez pas eu un moment la tentation aussi ? Alors, on a eu la visite de M. Macron à Poissy, dans les quartiers sensibles de la Coudray, et Emmanuel Macron est quelqu'un de très agréable, d'une approche très facile, je dirais. Après, encore une fois, moi je suis derrière mon capitaine qui s'appelle François Fillon, et aujourd'hui on est focalisé par rapport à cela. L'alternance, c'est pas Macron pour vous, c'est vraiment Fillon. Je suis très attaché à ma famille politique. Moi j'ai été élu avec les Républicains, je suis un élu de droite sociale et humaniste, et je me retrouve dans effectivement le programme porté, et vraiment dans le programme porté par François Fillon et dans aucun autre. Même si c'est un programme qui prévoit du sang et des larmes pour la France. Écoutez, et les Français. Alors, quand on dit du sang et des larmes, il faut qu'on soit vigilant, parce que moi, je crois pouvoir dire qu'à Poissy, par exemple, en 3 ans, on a généré 3 millions d'économies de fonctionnement, qui nous a permis, grâce aux agents, de ne pas augmenter la pression fiscale depuis 4 exercices, parce qu'on est arrivé à la fin du mois de mars, d'avoir un même niveau de service à la population et un même niveau d'investissement à 21 millions d'euros. On n'a rien sans rien. Simplement, on a mis en place des règles. Les règles, on les applique, on les interprète pas, et on dit ce qu'on fait, et on fait ce qu'on dit. Voilà, ça c'est pas du sang et des larmes. C'est une gestion en bon père, un bon mère de famille, et c'est une gestion, pardon de le dire, peut-être aussi en chef d'entreprise, parce qu'aujourd'hui, gérer une commune, quoi qu'on en dise, qu'elle soit à 4500 habitants ou à 40 000 comme à Poissy, c'est effectivement gérer des services comme dans une entreprise. Et c'est ce que je fais, moi, à Poissy, et aussi le fait de venir du sport. Quand on fait du sport, on est imbibé par quelque chose qui s'appelle les règles du jeu. On a une licence depuis son plus jeune âge. Quand on est dans le jeu, c'est bien. Quand on est hors du jeu, il y a hors-jeu. Et quand il y a hors-jeu, il y a sanction. Voilà. Après ces présidentielles, il y aura les législatives. Comment est-ce que vous sentez que va être cette chambre ? La même chose, il y a beaucoup de gens qui parlent dès le départ d'une cohabitation, qui parlent d'une chambre un peu éclatée.
Comment vous imaginez cette chambre après la campagne qu'on est en train de vivre? J'entends, je ne crois pas au fait qu'il y aura une cohabitation écrite et certaine, ça je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que j'espère que le candidat sera celui que nous soutenons, en l'occurrence François Fillon. Quand bien même, j'entends un certain nombre de collègues, il faut le dire, parlementaires, dire nous on se focalise sur la législative parce que derrière on peut tout de suite avoir une cohabitation. Je dis non. Non, moi je ne crois pas à la cohabitation. Je pense que si Emmanuel Macron était élu, la première chose qu'il demanderait, ce serait de dire aux Français « j'ai besoin de vous, votez massivement pour les parlementaires qui représentent notre courant ». Et c'est normal, tous les présidents de la République l'ont fait, on n'a jamais vu de cohabitation au lendemain d'une élection présidentielle. Bon, cela dit, c'est tellement atypique cette année qu'il peut tout se passer. Oui. Mais moi, je ne crois pas à ça. Je ne crois pas que alors les Français auraient voté pour un candidat et pour une autre mouvance le mois suivant. Le président, quel qu'il soit, va demander évidemment aux Français, c'est ce que fera François Fillon s'il est élu, de voter massivement pour lui. Pourquoi ? Tout simplement pour mettre en place les réformes qui font partie de son programme. Il ne va pas être élu pour qu'on vote contre derrière les réformes à la législative. Enfin, c'est pas cohérent. Et les Français sont cohérents. Ce que nous montre quand même la montée du FN et le placement là de Macron, c'est que les gens ont envie de nouveautés, ont envie de sortir un peu des partis. Voilà, on dit toujours ça. Peut-être que justement dans cette législative, il y aura cette volonté-là. Non, vous n'y croyez pas? Les Français ont surtout envie qu'on les écoute et qu'on arrête de leur infuser des choses qui viennent du sommet de l'État et derrière on vient leur poser la question. Je vous donne un exemple. Les rythmes scolaires. Voilà un dispositif, une réforme qui ne convient à personne depuis le premier jour, qu'on a imposé aux maires, qu'on a fait financer par les maires, qui ne convient pas aux maires, qui ne convient pas aux enseignants, qui ne convient pas à l'éducation nationale et surtout qui ne convient pas aux enfants qui sont les premiers concernés. On ne nous a absolument pas posé la question. On n'a pas été concernés, on nous a imposé. À Poissy, c'est 900 000 € qui restent à charge à la commune pour un dispositif qui ne convient encore une fois à personne. Voilà exactement le contraire de l'opinion que je me fais de la gestion de proximité. À Poissy, comme ailleurs, qu'est-ce qu'on fait ? Vous l'avez dit, peut-être ce sont des nouvelles méthodes, mais on est, je crois, la seule commune de France à préparer nos conseils municipaux dans les quartiers. On a des séquences de 3 heures, 2 semaines, le lundi qui précède, 2 semaines avant le conseil municipal. On en prend plein la face, pardonnez-moi l'expression, mais ça fonctionne parce que les gens ont besoin d'être écoutés. C'est possible, on fait. C'est pas possible, on explique pourquoi c'est pas possible. Et si on peut ajuster, on ajuste. Et je touche du bois, on n'a jamais eu une seule difficulté par rapport à cela depuis 3 ans. Et Poissy est le calque, je dirais, de la ville française, puisqu'en 2007 et en 2012, le résultat de l'élection présidentielle à Poissy a été le résultat national. C'est dire si on est une photo de notre pays. On regardera ça alors. On passe à la deuxième partie de cette émission. L'hebdo politique. La suite de cette hebdo politique consacrée ce soir à Carl Olive. Alors vous êtes engagé à Poissy justement dans la lutte contre l'absentéisme dans votre mairie. Racontez-nous pourquoi vous est venue cette idée, pour quelles raisons ? Alors, il y a effectivement la lutte contre l'absentéisme. Pourquoi ? Parce que en 2014, l'équation était simple à Poissy. 1000 agents à l'époque, 20 jours d'arrêt par an et par agent, ce qui fait 20 000 jours, 2 millions d'euros pour la ville, et notamment 1,5 million directement imputables sur notre budget de fonctionnement. Et je pense qu'on peut diminuer ce ratio. Alors, on n'est pas des mauvais élèves, pas des mauvais élèves. La moyenne nationale est à 22 jours et demi. Mais je pense que quand on est à 22 jours et demi, on peut faire moins que 20 jours d'arrêt par an et par agent. Dans le privé, alors on ne va pas comparer ce qui n'est pas comparable, mais dans le privé, on est à peine à 10 jours sur le même niveau. Donc on a essayé effectivement de travailler cela et surtout de baisser le coût de l'absentéisme. Pourquoi ? On se doit de désendetter, de restructurer les finances publiques. Je rappelle que notre pays a plus de 2000 milliards de dettes. Ça commence aussi par le terrain, ça commence par les collectivités. Donc il y a l'absentéisme, mais aussi je ne peux pas le mettre en porte-à-faux par rapport à l'amélioration des conditions de travail. Oui, parce que voilà, derrière les chiffres, il y a peut-être une souffrance. Et s'il y a de l'absentéisme, évidemment, il y a une raison. Et on a d'abord commencé par un vaste plan d'amélioration des conditions de travail. On a créé un poste dédié d'un agent dont le rôle est d'être sur le terrain avec les agents et une interface avec la direction générale des services. Et ça fonctionne. On a imposé un retour après arrêt de travail d'entretien avec le chef de service. Ce n'était pas fait auparavant. On a fait des formations pour les cadres intermédiaires pour tout ce qui concerne les addictions, par exemple. Et puis,
on a mis en place quelque chose qui est novateur dans les collectivités locales, c'est effectivement la possibilité donnée aux agents de faire du sport pendant leur temps de travail. Et pourquoi pendant leur temps de travail ? Parce qu'encore une fois, je crois au contrat gagnant-gagnant avec les agents. On ne peut pas faire 3 millions d'euros, je le disais tout à l'heure, d'économie de budget de fonctionnement, ne pas augmenter les impôts locaux, garder le même niveau de service à la population et le même niveau d'investissement si les agents ne suivent pas. Et par rapport à ça, il m'est paru logique, sans désorganiser les services, sans imputer les deniers publics de la collectivité, de proposer ce dispositif. On a eu 200 agents qui ont participé au cours du premier trimestre, qui vient de se terminer, avec 80% de retours positifs par rapport à ça, 62% de femmes qui ont participé à cela. C'est un formidable outil de cohésion sociale. C'est un formidable outil aussi pour les dames, pardon de le dire. Pourquoi ? Parce que la maman, quand elle rentre chez elle, elle pense d'abord au gamin. Elle pense à la gamine pour l'emmener aux associations sportives, aux associations de loisirs, aux associations culturelles. Elle pense pas à elle. Dans ce dispositif, les mamans pensent aussi à elle. Moi, j'en suis ravi. Et les retours qu'on a, ils sont juste exceptionnels. Et j'en veux pour preuve qu'une quinzaine de collectivités nous ont contactés, y compris des métropoles, pour pouvoir donner le livre de recettes de ce Poissy Bien-être qu'on met en place à Poissy. Mais vous comprenez aussi que dans ce temps où on parle beaucoup de la valeur travail, le fait de proposer des pauses, d'aider les gens à pouvoir se détendre, ça peut être aussi mal compris, notamment dans d'autres entreprises privées où les gens travaillent beaucoup. Non, je pense que c'est bien compris. Moi, à Poissy, je pense que les administrés peuvent dire merci à la collectivité de ne pas augmenter encore une fois les impôts depuis 3 ans. C'est pas donné à tout le monde. Hein. On a malheureusement des collègues de gauche comme de droite qui n'ont pas le choix et qui augmentent parfois de 10%. En milieu de semaine, vous avez vu qu'il y a une collectivité non loin d'ici qui a augmenté de 25% sa pression fiscale locale. C'est énorme, mais elle n'avait pas le choix. Et puis, encore une fois, moi, je crois pouvoir dire que en tout cas, à Poissy, mes agents, mes fonctionnaires font leurs 35 heures. Et pourquoi ? Parce que nous avons un système de badgeage. Donc, il n'y a pas de triche par rapport à ça. Alors, justement, puisque vous parlez du budget, vous êtes, on peut dire, un peu en colère en ce moment, là, avec cette aide que certaines communes doivent donner à d'autres communes je la fais courte comme on dit, d'autres communes du département. Vous n'êtes pas pour la solidarité entre communes ? Évidemment que je suis pour la solidarité entre communes, mais je ne suis pas pour la prime aux mauvais élèves. Encore une fois, je pense que vous parlez du fonds de péréquation intercommunal, qui est un système effectivement de vases communicants, où lorsque vous avez un potentiel fiscal important, ce qui est le cas à Poissy, puisque je n'ai pas augmenté les impôts depuis 3 ans, eh bien le fait d'avoir un potentiel fiscal important, donc de bien avoir géré sa commune, eh bien, on va me retirer 600 000 € pour le donner à des communes qui n'ont pas ce potentiel fiscal, autrement dit, qui n'ont pas bien géré en deniers publics leur gestion. C'est totalement injuste. De la même manière qu'aujourd'hui, quand on baisse les dotations de 28 millions d'euros cumulés entre 2014 et 2020, que vous fassiez ou pas une bonne gestion de votre commune, peu importe, c'est le même niveau, c'est pas juste. Faisons un contrat gagnant-gagnant. Moi, je viens de l'entreprise. Quand j'ai 1 euro dans la poche, je ne dépense pas 2 euros. On devrait imposer ça aux collègues maires des gestions locales. Et puis, on aurait moins de dettes dans ce pays, évidemment. Vous avez été écouté ? Je suis très en colère. Vous avez été écouté ? Écoutez, on avait été entendu pour la baisse des dotations, puisque j'avais fait un appel des maires en septembre 2015, qui avait été entendu par le président. L'Association des maires de France avait particulièrement été efficace sur le sujet. Donc il y a eu un gel des baisses de dotation. A priori, à Poissy, tous les ans, c'est 1,5 million. Là, cette baisse pourrait être ramenée à 750 000 €. Mais à l'heure où on se parle, Véronique, je n'ai toujours pas la notification officielle, et il serait temps parce qu'on est début avril. Et on avait été entendu par rapport à cela. Moi, j'envoie un message à l'ensemble des candidats à l'élection présidentielle. Il faut absolument être dans un contrat gagnant-gagnant. Il faut que nous fassions une gestion en bon père de famille. Les bons élèves doit être récompensé. Les mauvais élèves, où ils sont accompagnés, où ils sont formés, où ils sont sanctionnés. Mais il n'y a pas d'alternative par rapport à ça. Parce que moi, comment j'explique en l'occurrence à mes administrés qu'au même moment où je fais une bonne gestion de ma collectivité, on vient me prendre 600 000 € pour donner à des communes qui ne savent pas gérer. C'est tout à fait injuste. Et ce n'est pas un encouragement à la bonne gestion des deniers publics. Alors après plusieurs mois de tergiversation, c'est finalement Poissy qui a été choisi comme centre d'entraînement du PSG. En début de semaine, il y a eu une réunion d'explication, notamment pour les riverains de ce centre. Alors d'abord, est-ce que c'est parce qu'il y a quand même certaines personnes qui se posent des questions ? Et deuxièmement, expliquez-nous ce que ça va vraiment donner, ce que vous leur avez dit.
Le football est un sport collectif. Le choix du Paris Saint-Germain de venir s'installer à Poissy est le fruit d'un résultat d'un travail collectif. C'est une bonne nouvelle pour vous. C'est une nouvelle juste exceptionnelle. Avec le député David Douillet, avec Pierre Bédier, le président du conseil départemental, avec Philippe Tautou, le président de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise, Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, Christophe Hileret, le président de la chambre interdépartementale d'agriculture. C'est un travail collectif. On est dans un esprit d'équipe. 75 hectares, 14 stades, un investissement du Paris Saint-Germain de 350 millions, 1000 employés dans le cadre du chantier, 150 emplois pérennes, 2 millions de taxes chaque année pour la communauté urbaine. C'est juste fabuleux. Et quand on sait qu'ici, on aurait pu avoir un gigantesque centre commercial de 55 000 mètres carrés, avec des nuisances, avec une paupérisation notamment du commerce de proximité, avec une dévalorisation notamment des demeures et des habitations du hameau de Béthemont, la Bidonnière, la Maladrerie, qui est le quartier, on va dire, de Poncy. C'est juste fantastique, à la fois pour la ville de Poissy, mais pas seulement, pour la communauté urbaine, pour le territoire et pour le département. Et puis les riverains s'inquiètent quand même. Ceux qui ne s'intéressent pas au foot, ils se disent, alors voilà, il va y avoir plein de gens, plein de va-et-vient, il va y avoir du bruit, il va y avoir aussi, on peut les comprendre. Bien sûr, bien sûr. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité immédiatement, après la présentation de la délibération de ce protocole, qu'il y ait une réunion de quartier ciblée pour les habitants qui soit organisée avec la présence, et c'était une première en début de semaine, du Paris Saint-Germain. Et en l'occurrence, c'est M. Jean-Claude Blanc qui s'est déplacé lui-même, directeur général du club, pour venir donner les éléments qu'il avait en sa possession, en sachant que le Paris Saint-Germain a saisi de sa propre initiative la Commission nationale du débat public pour lancer la consultation, les concertations publiques qui ont lieu entre juin et septembre. Vous les avez rassurés ? Les habitants, c'est normal qu'ils soient rassurés. Et puis je leur ai rappelé ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que là on va avoir des terrains de football, une académie avec 150 personnes qui vont être là à plein temps, là où ils auraient pu avoir des nuisances d'une toute autre ampleur. C'est un endroit qui était un endroit qu'a voulu notamment la région, avec le schéma directeur de la région Île-de-France, particulièrement dense. On a fait le contre-pied de ce qui nous était proposé. On aurait pu avoir, 500, 600 logements en plus ici. C'est pas le choix qu'on a pris. Et moi, je m'en félicite. Et je m'en félicite aussi parce que le Paris Saint-Germain est un des meilleurs clubs au monde. Et on va avoir vraiment un phare sur la ville de Poissy, au même titre que l'avenue du musée Le Corbusier et l'inscription de la Villa Savoie au patrimoine de l'humanité fait que Poissy, c'est un peu la tête et les jambes, mais personne ne s'en plaint. Alors, je le disais en début d'émission, vous avez eu plusieurs vies avant la politique, donc le sport, vous le disiez, et puis aussi le journalisme. Vous n'êtes pas le seul à avoir passé la ligne rouge. Récemment, même encore, on a vu Laurent Saïm d'ITélé qui est passé chez Macron, chez En Marche. Il y a Catherine Laborde, il y a Noël Mamère, Baudis, ça c'est des exemples connus. Ça a été logique pour vous ? Ça vous choque pas qu'il y ait autant de gens qui passent de la presse à la politique ? Non, je vois pas en quoi c'est choquant. Au contraire, moi je crois qu'il y a quelque chose qui s'apprend pas dans le dictionnaire, c'est aimer les gens. Ça, vous pouvez avoir fait l'ENA, vous pouvez avoir fait Sciences Po, ça s'apprend pas dans le dictionnaire. Ou vous aimez pas les gens. Quand on fait du journalisme, vous êtes là pour aller chercher l'information, vous êtes au contact de la population toute la journée. Vous réveillez le matin, vous savez pas de quoi va être fait votre journal, parce que c'est l'actualité qui vous guide. La politique, c'est la même chose. Je dirais que c'est une dévotion, avoir la générosité en bandoulière, de travailler pour l'autre, ce qui est le cas. C'est un métier, c'est presque ça. C'est une activité qui est très chronophage, qui est passionnante, parce qu'on est au service de l'autre. Et quand on a compris ça, et quand on vient de l'entreprise ou du sport, pour la raison que j'ai donnée tout à l'heure, je trouve que la vie est assez facilitée par rapport à ça. Et c'est un bonheur de tous les instants. Mais du coup, on va dans le sens de ceux qui disent que la presse et les politiques, il y a une connivence ? Absolument pas. Je crois que chacun a ses qualités, ses convictions, ses prérogatives. Et pardon de le dire, je trouve que c'est un peu facile de tirer à tout bout de champ un jour contre le monde des médias, le lendemain contre le monde politique. Alors, c'est un peu facile. Et je pense que les administrés n'attendent pas ça. Les administrés, ce qu'ils attendent, c'est que quand ils vous parlent, vous les entendiez, vous puissiez leur dire c'est possible et on va faire, ou c'est pas possible et voilà pourquoi ce n'est pas possible et donc on ne fera pas. C'est ça qu'ils veulent les administrés. Finalement, c'est pas très compliqué.
Alors justement, vous en parliez, dans cette campagne, la presse est particulièrement attaquée et par beaucoup de candidats. Vous qui avez été de l'autre côté aussi, est-ce que vous pensez que effectivement les médias, vos anciens collègues, ne font pas bien leur travail dans cette campagne ? Ils font très bien leur travail. Le monde des médias est le monde des médias. C'est une indépendance évidemment d'esprit par rapport à la fonction au quotidien que vous embrassez. Il n'y a rien à dire par rapport à cela. Et je pense qu'avant d'aller, c'est ce que je dis tout le temps, avant d'aller dénigrer l'adversaire, l'environnement, le public, commençons par se focaliser sur nos projets, sur nos qualités. Il y a tellement de bien fondé dans les projets et les qualités des candidats, et notamment celui que je soutiens, voilà, laissons le reste aux commentateurs. Il y a ceux qui agissent et il y a ceux qui commentent. On fait partie de ceux qui agissent. Mieux vaut être acteur de sa vie plutôt que spectateur de celle des autres. Alors, puisque vous dites qu'il faut être acteur, est-ce que vous pensez aller au-delà des fonctions que vous avez déjà ? Est-ce que vous avez l'idée de peut-être devenir un jour député ? Là, c'est sans doute un peu trop tard, mais aller plus loin que la mairie de Poissy et la vice-présidence du conseil départemental ? Écoutez, moi je suis né à Poissy, j'ai grandi à Poissy, j'aime ma ville, je suis en famille ici, je suis le plus heureux du monde. De ma vie, jamais je n'aurais pensé être directeur des lignes premières. Jamais je n'aurais pensé être directeur des sports de Canal. Jamais je n'aurais pensé être maire de la ville de Poissy, vice-président département et à la communauté urbaine. J'ai jamais eu de plan de carrière. En revanche, ce que je fais, c'est que je bosse. Le travail entraîne le talent entraîne la chance et la réussite. Je pense qu'on peut rien faire sans travail. Donc je travaille, et puis à chaque jour suffit sa peine. Si on vous le propose alors. Si Dieu me prête vie, voilà, on verra. C'est pas l'instant, c'est pas le moment. Très bien, merci beaucoup, merci Carl Olive, d'avoir été notre invité ce soir. C'est la fin de cette hebdo politique. Vous pouvez retrouver l'émission comme tous les dimanches en podcast, audio et vidéo sur radiosensation.fr. Bonne semaine à tous, à dimanche prochain. L'hebdo politique sur Sensation.